au professeur Dinh Xuân Anh Tuấn. Merci beaucoup, Jean-Zoé. Surtout, merci à Anh Tuấn, le président du mouvement des citoyens français d'origine vietnamienne. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de passer un petit bout de temps avec vous autres qui avez fait l'effort de vous connecter sur Zoom ce matin pour parler de cette maladie qui véritablement est quelque chose qui, comme dirait Astérix, nous est tombé sur la tête il n'y a pas plus d'un an. Alors, c'est une maladie qui fait beaucoup d'actualité, c'est une maladie qui pose des questions et c'est une maladie, ne serait-ce que par le fait, du simple fait qu'on hésite encore actuellement de lui donner un genre. Faut-il appeler la Covid, comme je dis ici, ou bien faut-il appeler le Covid comme on a l'habitude de le faire? Et pour l'instant, eh bien, là encore, c'est partagé. Mais c'est juste un point de détail. Alors, voilà le plan de mon exposé aujourd'hui. En fait, vous voyez, il est relativement simple. Il consiste simplement à se poser des questions. Premièrement, d'où vient-il? D'où vient cette maladie? D'où vient ce virus? Que fait-il? Et enfin, que fait-on? Ou bien, devrais-je dire, que devrions-nous, ou bien que pourrions-nous faire face à cette pandémie qui, véritablement, est devenue une pandémie mondiale? Alors, je vais diviser mon exposé en petites parties pour des raisons de commodité, puisque en l'espace d'une petite heure, je vais essayer de faire le panorama aussi complet que possible, mais on ne peut absolument pas être exhaustif. Et juste avant de commencer, j'ai oublié de dire, pour compléter ce qu'avait dit Yarno, donc je suis médecin de formation, j'ai fait un petit peu de recherche plutôt concernant les maladies respiratoires. Je ne suis pas un spécialiste de la virologie ni des maladies infectieuses et je n'ai certainement pas la prétention de notre collègue de Marseille pour vous dire les choses avec certitude. Donc ce sera avec beaucoup d'humilité et une pointe d'incertitude que je vais essayer de partager des informations. Alors on va commencer par les choses qui sont tangibles et qui sont indiscutables. Premièrement, si on regarde eh bien, le nombre de personnes qui sont infectées, que l'on voit ici, et le nombre de personnes qui malheureusement sont décédées depuis le début de la pandémie, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près une trentaine de millions de personnes qui sont infectées de par le monde. Alors, ce chiffre-là est probablement sous-estimé. Ce chiffre-là, tout simplement parce que c'est un chiffre qui est basé sur le nombre de personnes qui ont été testées positivement au Covid-19 ou à la Covid-19, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas testées et qui pourtant ont bien et belle la maladie. Concernant le nombre de décès, je pense que c'est également sous-estimé, bien que cette sous-estimation est légèrement inférieure, mais on peut très bien imaginer que les personnes soient décédées alors que le lien entre la Covid-19 et le décès ne soit pas formellement établi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces deux chiffres-là sont en évolution et malheureusement, l'évolution va dans l'augmentation de jour en jour. Et donc, dans quelques jours, le nombre de personnes infectées et le nombre de décès vont certainement encore augmenter. Et la question maintenant est de savoir à quand s'arrêtera le compteur concernant le décès. Est-ce que l'on va s'arrêter à 1 million, 1,5 million, 2 millions? Ça, personne ne le sait. Alors maintenant, si on regarde le nombre de décès, évidemment, on a l'habitude de compter le nombre de décès en chiffres absolus. Et sur cette diapositive, eh bien, vous montre les pays, et véritablement tous les pays sont touchés, où il y a des décès qui ont été recensés, et plus la couleur est foncée, et bien plus le taux de décès est important. Alors, on parle de taux lorsqu'on prend un chiffre absolu et on le rapporte au nombre d'habitants de chaque pays. Et voilà malheureusement le palmarès où le champion est le plus mauvais, à savoir ici le Pérou est probablement le pays où le nombre de décès rapporté à 100 millions d'habitants est le plus important. Vous voyez qu'en Europe, ensuite, il y a le Royaume-Uni et puis l'Espagne. Le Brésil avec
son cher président, enfin pas si cher que ça, eh bien, tient le haut du pavé, malheureusement, et un petit peu plus loin, on voit les États-Unis, la Suède qui sciemment adopte une stratégie d'immunité collective, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Eh bien, la Suède est également haut située. La France appartient au troisième groupe avec un petit peu plus de 46 décès par 100 000 habitants. Donc voilà, donc la liste est encore longue, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose d'important puisque ça permet de relativiser les choses et tout en suivant les chiffres de décès de façon proche. Alors maintenant, si on revient au cas de la France, eh bien, on voit que ici, au 18 septembre, ce sont les derniers chiffres donnés par Santé publique France, nous avons un petit peu plus ici, au niveau de la France, nous avons un petit peu plus de 400 000 cas de personnes qui ont été testées positivement. Et sur ces personnes-là, malheureusement, on déplore un petit peu plus d'une trentaine de milliers de décès. Alors, cette diapositive est là aussi pour nous dire que la Covid-19, comme l'on sait, est une maladie virale due à un virus qu'on appelle le coronavirus, et que ce coronavirus n'est pas le premier à être responsable d'une maladie infectieuse chez l'homme. On se rappelle encore que du début des années 2000, 2003 très exactement, et notamment en Asie, il y a une grosse frayeur avec l'apparition de cette maladie qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, SRAS, ou bien SARS en français et en anglais. Donc, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère est dû à un coronavirus très semblable à celui qui fait l'actualité d'aujourd'hui. Entre-temps, il y a un autre coronavirus qui est apparu dans le Moyen-Orient et c'est pour cela que cette virose et ce virus est appelé Middle East, ME pour Middle East Respiratory Syndrome. Les trois coronavirus se ressemblent en de bien de points, et notamment concernant leur aspect. Puisque, si on regarde ici, on a l'impression que chacun des virus est doté d'une espèce d'halo ou bien de couronne, conférant à ces virus l'appellation de coronavirus. Et on aura l'occasion de revenir sur ce point un petit peu plus tard pour expliquer d'un point de vue biomoléculaire pourquoi cet aspect de couronne entourant ces virus. La deuxième similitude concernant leur létalité. Les trois maladies sont des maladies mortelles et on se rappelle encore que dans les années 2000, le SRAS fait beaucoup peur puisque, comme vous le voyez ici, la mortalité, le taux de mortalité est de près, ou même plus de 10%, puisque sur les 8096 cas qui ont été recensés de par le monde, eh bien, cette maladie a entraîné un petit peu plus de 900 décès. Donc, un taux de mortalité de 10%. Actuellement, la Covid-19, les chiffres varient, mais on est à peu près d'accord sur le fait que la mortalité causée par la Covid-19 peut varier entre 0,5 à 1,5% selon les études et selon les endroits. Mais on va retenir plutôt le chiffre de 1% pour la facilité du calcul. Donc 1% versus 10%, de toute évidence, le SRAS semble être beaucoup plus dangereux concernant la mortalité. Maintenant, ça c'est le pourcentage. Si on regarde le chiffre absolu, eh bien le SRAS qui est maintenant complètement éteint n'a entraîné en tout et pour tout pas plus de 1000 morts. Effectivement, une personne décédée est un drame pour la famille. Mais dans l'absolu et à l'échelle mondiale, 1000 morts, c'est relativement peu. Et en tout cas, c'est beaucoup moins que ce que nous observons aujourd'hui. Et si on reste sur l'idée qu'il y aurait 1% des personnes infectées par la Covid-19 qui finalement vont décéder, eh bien, on va arriver à un chiffre de 1% de 7 milliards de personnes. Donc, ce sera quelque chose comme 70 millions
de par le monde. C'est un chiffre qui est juste inacceptable puisque c'est supérieur à la population française. Donc, il y a véritablement quelque chose à faire et que quand bien même la létalité est relativement faible dans la Covid-19, du point de vue santé publique et compte tenu du fait que la Covid-19 n'est pas encore éteinte et qu'elle risque d'atteindre tout le monde, eh bien, le prix à payer sera un prix fort. Alors maintenant, la question posée est de savoir d'où vient ce virus. Alors maintenant, les choses sont claires, c'est que les coronavirus en général et le SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de la COVID-19, en particulier, sont des virus que l'on trouve essentiellement chez les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, c'est une espèce relativement sympathique, ou pas. C'est une espèce qui a inspiré un personnage de bande dessinée et de dessinée qui est Batman, mais c'est aussi, surtout et essentiellement un réservoir de virus. Et parmi les virus, eh bien, pour les raisons que je vais expliquer un petit peu plus tard, le coronavirus a décidé d'élire domicile dans le corps de la chauve-souris. Alors, si chez l'homme, aujourd'hui, on trouve 7 espèces de coronavirus, il y en a 6 ici, et le 7e est bien sûr le SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Eh bien, chez la chauve-souris, on en trouve des milliers d'espèces différentes. Alors, l'explication apportée est que la chauve-souris étant un animal qui est soumis à un stress, à la fois un stress environnemental, puisque la chauve-souris vit dans des endroits qui ne sont pas forcément très cosy, très confortable, et la chauve-souris doit voler dans des conditions difficiles, donc elle a un système immunitaire qui fait qu'elle est adaptable à des infections, et le coronavirus est absolument pas mortel chez la chauve-souris, ou très peu. En revanche, ce coronavirus, dès lors qu'il aura la capacité d'effectuer de ce qu'on appelle le franchissement de la barrière de l'espèce, c'est-à-dire que normalement, le virus chez l'animal ne devrait pas infecter l'homme. Mais, et la raison, c'est que les structures moléculaires du virus chez l'animal est telle que l'homme peut en être parfaitement imperméable. On expliquera la notion d'imperméabilité un petit peu plus tard. Mais lorsque cette structure moléculaire aura été modifiée par divers mécanismes, et notamment en passant d'une espèce originelle vers une espèce intermédiaire. Et c'est la plupart du temps cette espèce intermédiaire-là qui va effectuer les modifications moléculaires permettant au virus de la chauve-souris ou bien des rongeurs, le rongeur étant le deuxième animal porteur de coronavirus. Donc, permettant la modification du virus originel et le transformer pour le faire de telle sorte pour que ce virus-là puisse infecter l'homme. Et c'est à ce moment-là que la barrière de l'espèce s'effectue. Et cette diapositive est là pour nous rappeler l'importance de cette hôte intermédiaire dont certains ont été identifiés et d'autres pas encore. En tout cas, ce que l'on peut dire actuellement, c'est que le SARS-CoV-2, donc le virus responsable de la COVID-19, n'est pas le seul et unique coronavirus pouvant infecter l'homme. Il y en a 6 autres, et parmi les 6, eh bien, il y en a 2, plus le SARS-CoV-2, donc 3, qui sont des virus mortels. Et heureusement, les 4 autres sont des virus qui entraînent des viroses que l'on trouve habituellement avec des symptômes gênants mais nullement mortels comme la fièvre, une petite courbature, une petite fatigue, le nez qui coule, toutes choses que l'on peut expérimenter lorsqu'on a une simple grippe saisonnière. Alors, une chose intéressante avant de quitter ces diapositives, c'est que parmi ces 4 virus considérés comme étant des virus banaux, donc des virus non mortels, eh bien, on retrouve celui-ci, qui est le virus qu'on appelle HCoV-OC43, qui, à la fin du XIXe siècle, a entraîné une pandémie responsable d'1 million de morts. Mais que, par la suite, ce virus a muté. On parle beaucoup de mutation, et ceci est juste un exemple pour dire que si la mutation peut parfois rendre un virus plus dangereux qu'il ne l'est actuellement, eh bien d'autres mutations, et ceci en est un exemple, peut parfois atténuer
la létalité du virus et rendre ce virus beaucoup moins dangereux. Et c'est le cas du virus HCoV OC43. Alors, si on remonte dans le temps, et des chercheurs véritablement spécialistes de la question l'ont fait, eh bien, si on remonte dans le temps, on trouve que les premiers virus, les premiers coronavirus qui ont commencé à infecter l'homme, eh bien, ne datent pas d'hier, ni même de 20 ans, mais en fait, on arrive à remonter jusqu'au 12e, 13e siècle avec ce premier virus-là. Bien entendu, à l'époque, eh bien, les moyens de recherche sont peu développés et donc on sait peu de choses. En revanche, on connaît beaucoup mieux les deux derniers virus, ceux qui viennent avant le SARS-CoV-2, à savoir le SARS-CoV ou bien le SARS-CoV-1, responsable du SARS, et le MERS. Et en fait, ces virus-là ont effectué le saut de la barrière de l'espèce il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près entre 20 et 30 ans. Et entre-temps, eh bien, ils ont dû infecter une ou deux personnes sans que ces personnes-là développent une maladie mortelle, parce qu'heureusement, toutes les infections ne sont pas mortelles, heureusement, toutes les infections ne sont pas mortelles, ou bien ces personnes sont décédées, mais dont la cause n'a pas été reliée à l'infection due au coronavirus. Donc, il a fallu attendre que cette infection atteigne un grand nombre de personnes pour que les gens commencent à s'inquiéter, et l'inquiétude va entraîner eh bien, les enquêtes et les traitements. Alors, pour revenir au virus actuel, on sait maintenant, avec un degré de certitude relativement important, bien qu'en médecine, rien n'est jamais à 100%, et bien sûr, rien n'est jamais à 0%. Donc, on sait maintenant que il est très probable que l'animal qui est l'hôte premier du virus, qui ensuite, ayant muté 2 fois, a donné le SARS-CoV-2, eh bien, c'est la chauve-souris. Donc, alors, s'agissant de chauve-souris, c'est une espèce qui m'est proche parce que je n'ai pas de cheveux et je souris souvent, mais il ne faut pas me confondre avec cet animal. Eh bien, cette chauve-souris est l'hôte principal. Et ensuite, la chauve-souris, comme l'on sait, a des besoins alimentaires, comme Watson, alimentaire, mon cher Watson, et ces besoins alimentaires vont ensuite donner des déjections que l'on retrouve par terre. Et c'est dans cette terre-là que les espèces qui y vivent, et notamment les fourmis, vont se nourrir. Et les espèces qui se nourrissent des fourmis, et notamment le pangolin, qui est un fourmilier, eh bien, risquent de s'infecter en mangeant les fourmis, lesquelles ont été elles-mêmes infectées par les déjections des chauves-souris. Et ainsi de suite. Et les choses peuvent très bien s'en arrêter là, si l'homme n'a pas la très mauvaise idée de vouloir consommer du pangolin. Et c'est ainsi que l'on explique le passage du virus SARS-CoV-2, ou bien de son ancêtre, de la chauve-souris jusqu'au pangolin et jusqu'à... En tout cas, c'est l'hypothèse qui a été retenue. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie concernant les connaissances virologiques, et on va s'intéresser plutôt aux mécanismes cellulaires et moléculaires permettant de comprendre pourquoi ce virus peut-il infecter l'homme et pourquoi peut-il infecter l'homme et pourquoi il infecte l'homme de la manière que l'on sait, c'est-à-dire par les voies respiratoires. Alors, parlant du virus mortel et parlant de pandémies qui sont véritablement le fléau du XXe siècle et du XXIe, eh bien, on ne peut pas parler, on ne peut pas passer sous silence le virus du sida qui, encore quelques temps encore, était véritablement la frayeur. Donc, on se rappelle, le sida, tout le monde sait ce que c'est le virus du VIH, c'est un virus qui se transmet essentiellement par voie sanguine et par voie sexuelle, et à l'époque, il y a beaucoup d'informations qui ont été faites pour rassurer les gens en disant que le virus ne se transmet pas par les salives, ne se transmet pas par les moustiques, on peut se serrer la main, on peut même se faire des bises, etc., etc. Ce ne sont pas des voies de transmission. Et probablement, comme beaucoup d'autres, je me rappelle avoir dit aux étudiants à l'époque que, bah, heureusement que ça ne se fait pas comme ça, parce qu'imaginez qu'un jour, nous ayons un virus qui se transmet par voie respiratoire.
ce sera vraiment comme si le ciel nous est tombé sur la tête. Et bien, je pense que le ciel est véritablement tombé sur la tête et sur notre tête, puisque le virus du SARS-CoV-2 eh bien, se transmet justement par la voie respiratoire. Et comme vous le savez, maintenant, on ne peut plus se serrer la main, on se donne des coups de coude. Et bien sûr, la bise est formellement interdite. Alors, pour revenir au mécanisme d'infection. Alors, un virus, quel qu'il soit, ou une bactérie, pour infecter une cellule, il faut qu'il puisse rentrer dans cette cellule. C'est un petit peu comme un cambrioleur qui aimerait pouvoir rentrer dans une maison. Alors ici, j'ai fait exprès de montrer une maison où il ferait... c'est interdit, mais si jamais on rentre dans cette maison, on risque de trouver des choses intéressantes à prendre. Donc, j'ai montré une porte et comme tout le monde, eh bien, il faut que le cambrioleur puisse posséder de la clé permettant d'ouvrir cette porte. Et bien sûr, troisième point, et ça c'est le b.a.-ba du cambrioleur, il faut que cette clé puisse correspondre à la serrure permettant d'ouvrir la porte. Donc voilà le triptyque, les trois partenaires permettant de soit rentrer dans une maison, la vôtre, soit de rentrer, auquel cas, eh bien, le fait que rentrer dans votre maison, soit de rentrer dans une autre maison, auquel cas vous risquez de tomber dans le cas du cambrioleur. Maintenant, on va essayer de voir à quoi correspondent eh bien, la porte, la clé et la serrure. Alors, le cambrioleur, le voici. Donc, vous le connaissez, si vous faites un tour sur Internet, les représentations concernant le SARS-CoV-2 sont nombreuses. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une simple cellule avec une partie importante qu'on appelle le génome du virus, c'est-à-dire la partie d'acide nucléique permettant de coder tout ce qui est important pour ce virus. Alors, qu'est-ce qui est important? Eh bien, ce sont des protéines de structure permettant de construire un mur, ou bien plutôt une membrane, protégeant ce génome qui est le matériel génétique, donc un matériel précis. Alors, un virus est composé de ce génome et d'une membrane. Laquelle membrane? Une membrane protectrice. Et cette membrane-là, elle est équipée d'un certain nombre de substances que l'on appelle des substances antigéniques, et c'est un mot important. Ces substances antigéniques vont en quelque sorte donner l'identité du virus, et ces substances antigéniques vont varier d'un virus à l'autre. Ici, nous voyons que parmi les substances antigéniques, il y en a une qui est particulièrement prépondérante, que les auteurs anglo-saxons appellent spike glycoprotein, spike pour dire que ça ressemble à des pointes, et ici, sans être un biologiste distingué, on voit le mot glycoprotéine. Alors, il y a du sucre, glucose, et cette nature glucopeptidique a son importance, puisque nous savons que lorsque une molécule, ou bien lorsque votre main, par exemple, a pris un gâteau, eh bien, du sucre qui se met sur la main va rendre la main poisseuse. En d'autres termes, lorsqu'on a du sucre sur une surface, ce sucre va rendre cette surface beaucoup plus adhésive par rapport à une autre surface. Et justement, cette protéine spike de nature glycoprotéique sera la clé, sera la molécule qui va permettre à ce virus de se coller à la cellule qui va être malheureusement infectée. Et on peut considérer comme la protéine S comme étant la clé que l'on voit ici. Maintenant, parlons de serrure, c'est-à-dire de la structure moléculaire sur la cellule hôte, la cellule de la personne qui va bientôt être malade. Eh bien, cette serrure, malheureusement, existe. Elle existe depuis toujours. Elle existe sur la plupart des cellules. On l'appelle, elle a un nom, on l'appelle ACE2, ACE pour Angiotensin Converting Enzyme. C'est une enzyme. C'est une enzyme qui va permettre de convertir une molécule qu'on appelle l'angiotensine. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Mais cette enzyme-là est non seulement une enzyme, mais c'est surtout un récepteur. Et lorsque les biologistes parlent de récepteur, ils sous-entendent par là que c'est la serrure dans laquelle, eh bien, la clé, qui sera soit une hormone, soit un virus, soit un médicament, qui sera le lieu d'accueil ou bien de captation pour le virus, l'hormone ou le médicament en question. Et donc ici, la CE2 est capable
de reconnaître et de recueillir le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, mais aussi du virus SARS-CoV tout court, ou SARS-CoV-1, responsable du SARS. Et c'est grâce à cela que les chercheurs ont rapidement pu identifier cet ACO2 parce qu'il y a beaucoup de points de similitude entre le SARS des années 2000 et la COVID-19 des années 2020. Donc nous avons trouvé notre serrure, nous avons la clé, et la clé peut rentrer dans la serrure. Ici, juste pour une petite pause, vous avez au moins 4 serrures, 4 molécules ACO2, et puis un certain nombre de virus qui tournent autour. Et ici, nous avons déjà 2 virus qui ont pu trouver élection, domicile à l'extérieur de la surface de la cellule qui sera infectée. Et donc, nous voilà ici avec ce récepteur ACO2 et ce virus avec des protéines S qui, je vous le rappelle, sont des clés et qui vont se coller à la surface de la cellule. Alors, à cette étape-là, je pense qu'il y a un point important qu'il faut que l'on se rappelle. Le fait d'avoir beaucoup de virus à l'extérieur de la cellule veut dire que vous êtes entouré de virus. Mais cela ne veut pas dire que le virus va infecter la cellule. Pour que le virus puisse infecter la cellule, il faut que le virus puisse rentrer dans la cellule. C'est tout comme si vous mettez une clé dans une serrure, il faut que la clé puisse tourner dans la serrure pour pouvoir ouvrir la porte afin de vous permettre de rentrer dans la maison. Le fait de passer une clé dans la serrure, et ça m'arrive de temps en temps d'avoir des clés qui sont relativement semblables, mais seule une des 2 clés est la bonne, eh bien, j'ai beau tourner, je ne tourne pas la serrure et je reste à l'extérieur. Et c'est comme ça que, tout bêtement, j'appelle des membres de la famille pour qu'ils puissent venir m'ouvrir parce que j'ai oublié la vraie clé à l'intérieur de la maison. Donc, pour le virus, c'est la même chose. Donc, en fait, ici, entre l'étape 1 et l'étape 3, eh bien, il y a des étapes intermédiaires qui sont importantes à connaître et à comprendre, sachant qu'une fois qu'on arrive à l'étape 3, c'est trop tard, le virus commence à injecter son matériel génétique, il est en train d'affecter la cellule. Donc voilà, simplement pour dire que le fait de rentrer une clé dans une serrure, c'est certes nécessaire, mais pas suffisante pour que le virus puisse infecter la cellule. Alors, pour que le virus puisse infecter la cellule, et ça, c'est une diapositive qui, je pense, est importante, et je me permets de vous la détailler parce que la comprendre, eh bien, va nous donner un petit peu d'espoir. Alors, voilà l'étape numéro 1. Et ici, vous voyez, et si on regarde la structure de la CO2. Eh bien, la structure de la CO2, on vous montre que c'est en fait une protéine qui est relativement complexe et qui comprend 2 sous-unités. La première sous-unité, qui est celle qui est là, qui est celle qui est plein de sucre poisseuse, qui va permettre de coller le virus à la membrane de la cellule. Mais le fait de coller ne signifie pas que le virus va rentrer. Pour pouvoir, alors là-dessus, j'ai trouvé un exemple, c'est qu'on peut considérer ces protéines S comme étant le fait de se mettre un gant, et donc avec un gant, on accroche les cellules beaucoup plus facilement. Mais le gant va vous permettre d'accrocher les choses. Mais pour pouvoir rentrer dans la cellule, eh bien, il faut enlever cette première sous-unité pour aboutir à cette configuration et libérer un certain nombre de peptides qu'on appelle des peptides de fusion. Ces peptides sont appelés ainsi parce que ces peptides de fusion vont permettre de fusionner la membrane du virus avec la membrane de la cellule humaine, celle qui va être infectée. Et pour ce faire, eh bien, il faut en quelque sorte que vous coupiez eh bien, ce gant et vous fassiez apparaître les doigts. Les doigts ici sont comme ces peptides de fusion. Alors ici, ce sont des doigts d'un sportif, donc avec les ongles bien coupés. Mais imaginez que ces doigts soient avec les ongles pointus. Et bien là, les ongles vont pouvoir faire des trous dans la membrane et ainsi, le virus va pouvoir progressivement injecter son ARN. Alors, quelle sont la paire de ciseaux qui coupe ces doigts? Eh bien, il existe ici 2 enzymes que l'on a identifiées récemment, l'une qui s'appelle furine, l'autre qui s'appelle TMPRS2. Peu importe, ce sont 2 enzymes qui vont faire ce travail supplémentaire pour véritablement rendre
cette protéine S véritablement fonctionnelle. Alors, deux exemples valent mieux qu'une, donc valent mieux qu'un. J'ai pris un deuxième exemple. Voilà la protéine S qui juste accroche, mais qui ne permet pas de rentrer. Et voilà une protéine S qu'on a un petit peu dénudée afin de permettre cette pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Et le point important, c'est que le fait d'enlever cette peau de banane ou bien de couper ces seconds, eh bien, c'est le fait de ces deux enzymes. En d'autres termes, si vous inhibez ces deux enzymes-là, eh bien, vous allez certes pas pouvoir empêcher le virus de se coller à la membrane, mais vous allez certainement pouvoir empêcher la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule et donc, de ce fait, eh bien, empêcher l'infection de la cellule par le virus. C'est donc une piste thérapeutique et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, une fois que le virus, malheureusement, rentre dans la cellule, que fait-il? Eh bien, il va injecter son matériel qui lui est très précieux, qui est l'ARN, et cet ARN-là va en quelque sorte parasiter, squatter la cellule, c'est comme un squatteur qui rentre dans une maison, il va utiliser bien, les ustensiles de cuisine pour faire à manger. Donc ici, on appelle ça un ribosome, c'est un ustensile de la cellule, de l'être humain, et grâce à ça, eh bien, il fabrique des aliments, des nouvelles protéines, lesquelles nouvelles protéines vont être utilisées pour reconstruire une autre membrane, parce que n'oublions pas, la membrane originelle, elle aura été détruite lors de l'invasion du virus dans la cellule. Et c'est ainsi que, en squattant la cellule, le virus va pouvoir renaître, non pas une fois, mais une dizaine, une centaine, des milliers de fois, et donner naissance à des nouveaux virus qui ensuite peuvent détruire la cellule et puis se libérer et ainsi infecter d'autres cellules. Alors maintenant, parlons de cellules. Après avoir vu le premier mécanisme d'inhibition, donc une première piste thérapeutique, il y a d'autres pistes thérapeutiques. Et là, je vais me permettre, même si c'est un petit peu technique, je vais me permettre, en l'espace d'une minute, de vous détailler cela, parce que c'est porteur d'espoir. Donc, vous avez ici le virus qui, après avoir fusionné sa membrane, injecte son matériel génétique et va rentrer dans la cellule. Ici, l'ARN, le matériel génétique du virus, va utiliser le matériel de la cellule hôte, la chaîne ribosomale, pour synthétiser des protéines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première protéine synthétisée par le virus, c'est une protéine virale. Et cette protéine virale-là, elle est très longue. Et donc, comme toute chose qui est trop longue, elle n'est pas du tout fonctionnelle. Et donc, pour qu'elle soit fonctionnelle, le virus a besoin d'utiliser d'une paire de ciseaux pour couper ces protéines-là en de petits morceaux. Et cette paire de ciseaux est une enzyme qu'on appelle la main protéase, l'enzyme principale ou encore MPR. Et vous avez compris, si on peut inhiber cette paire de ciseaux, on va empêcher le découpage en petits morceaux et donc cette grosse protéine-là, à elle toute seule, elle ne pourra rien faire. Malheureusement, si on n'arrive pas à le faire, eh bien, on va avoir des petits morceaux et ces petits morceaux-là, et ça c'est en souvenir de mon petit garçon qui maintenant est trop grand pour jouer au Lego, eh bien, ça ressemble à des petits morceaux de Lego et avec ces petits morceaux de Lego, ils vont pouvoir s'assembler pour faire ce qu'on appelle ces protéines non structurelles, mais fonctionnelles. Et ces protéines fonctionnelles-là, assemblées, ces 4 morceaux de Lego-là assemblés, vont donner une enzyme qui porte un nom impossible à retenir, qui est le RDRP ou bien RNA dépendant polymérase. Bref, c'est une enzyme qui va permettre de multiplier l'ARN du virus en 1, 2, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Et là, toujours avec une image, eh bien, j'oserais dire que, en fait, cette RNA dependent RNA polymérase, cet appareil qui va permettre de multiplier, eh bien, c'est juste une photocopieuse. Elle va pouvoir faire une copie, deux copies, des centaines de milliers de copies d'ARN. Et si l'on sait que l'ARN étant vraiment la substance virale dangereuse par essence, si on a 100 000 copies d'ARN, il suffit ensuite de synthétiser des protéines pour faire 100 000 enveloppes virales pour faire 100 000 nouveaux virus. Donc, la découverte
à la fois de cette même prothèse et de ce RNA dépendant de RNA polymérases, donc de cette paire de ciseaux et de cette photocopie, nous dit que si soit on arrive à bloquer la paire de ciseaux, donc on a la protéine, mais elle est tellement encombrante qu'elle ne sert à rien, soit à bloquer les photocopies, donc on a un ou deux brins d'ARN, mais guère plus. Là, on arrive véritablement à contenir la prolifération virale. Et donc voilà trois pistes thérapeutiques. La première piste étant une piste membranaire avec l'inhibition des protéines membranaires qui activent la protéine S. Et les deux dernières pistes eh bien, concernent les mécanismes intracellulaires un petit peu plus complexes, mais que l'on maîtrise maintenant. Et ce sont véritablement des traitements curatifs. Contrairement à la vaccination dont on va parler un petit peu plus tard, qui sont des traitements préventifs, comme vous le savez. Alors, là, certains d'entre vous, je suis sûr, ont déjà eu cette réflexion, en disant que tout ça c'est bien beau et on est content d'avoir des chercheurs intelligents, dont je ne fais pas partie, je ne suis juste que celui qui rapporte les travaux des autres, des chercheurs intelligents qui trouvent des mécanismes subtils sur lesquels on va pouvoir agir. Mais il y a une chose qui est très simple, qui est justement la serrure. Nous avons ici une porte avec une serrure et donc on va essayer avec une clé adéquate de rentrer. Eh bien, fabriquons les portes sans serrure. Ça existe. Et donc, imaginons que ce soit une porte à fermeture automatique activée par une espèce d'ouverture à commande. Eh bien, là, aucune clé ne va pouvoir ouvrir. Et donc, en d'autres termes, eh bien, enlevons la serrure ou bien le récepteur ACE2. Effectivement, cette proposition fait sens, elle est logique, elle donne même une solution très simple. En revanche, elle n'est pas pratique. Pourquoi n'est-elle pas pratique? Tout simplement parce que, et là je vais faire un petit aparté pour parler de l'ACE2, de cette enzyme convertissant l'angiotensine. Alors le système rénine-angiotensine, c'est un système qui est bien connu par les médecins français et dans le monde, partout dans le monde, puisque c'est véritablement le système qui contrôle notre appareil cardiovasculaire. Si vous avez ce système-là qui est exacerbé, vous avez une hypertension artérielle qui peut aboutir à une insuffisance cardiaque, avec tous les effets secondaires que l'on sait. Si vous avez ce système-là qui est raplapla, donc qui n'est pas du tout activé, là au contraire, vous allez avoir une hypotension. Et comme vous le voyez, si on remonte le cours du temps, on s'aperçoit que la rénine, qui est à l'origine du système, a été découverte à la fin du XIXe siècle. À la fin des années 70, eh bien, on connaît à peu près tout. Et lorsque j'ai fait mes études de médecine, un petit peu après, eh bien, mes profs m'ont déjà enseigné ce système rénine-angiotensine. Mais à l'époque, on ne connaissait que le premier ACE ou ACE1, découverte en 1956, et que l'ACE2 n'est découverte que bien plus tard, qu'en l'an 2000, notamment suite à l'invasion par le SARS. Alors, que fait ACE1 et ACE2? C'est une diapositive relativement compliquée, mais je vais simplifier. En gros, vous retenez qu'il y a un méchant qui s'appelle angiotensine 2, lequel angiotensine 2 est responsable de tous les maux, non pas de la Terre, mais de l'homme, dans la mesure où une surexpression de l'angiotensine 2 eh bien, va entraîner des fibroses, une inflammation, un stress oxydatif, la mort cellulaire et surtout l'hypertension artérielle. Et c'est pour ça que la plupart des médicaments anti-hypertenseurs actuellement sont des médicaments qui antagonisent l'effet de l'angiotensine 2. Cette angiotensine 2 sera synthétisée sous l'effet de l'ACE1. Donc l'ACE1, lorsqu'il est suractivé, va donner à la synthèse d'angiotensine 2. Alors au début, lorsque j'ai commencé à lire à propos de l'ACE2, très naïvement, je disais que ACE2, c'est un petit peu comme le frère ou la sœur de l'ACE1, ou bien son cousin, et donc il doit faire la même chose. Et donc si on inhibe ACE2, on va inhiber la synthèse d'angiotensine 2, et donc d'une pierre deux coups, on va pouvoir empêcher l'entrée du virus et en même temps traiter les malades qui sont hypertendus et qui sont nombreux.
Et en fait, non, les choses ne sont pas aussi simples. Puisque l'ACE2, lui, au contraire, va diminuer la quantité d'angiotensine 2. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, nous avons ici un système d'équilibre de yin et de yang. L'HCE1 augmente l'angiotensine 2, c'est bien jusqu'à un certain point parce que ça nous donne une tension artérielle. Mais si elle augmente trop, c'est mal parce que ça donne une hypertension artérielle. Et c'est dans ce cas-là que la CO2 va pouvoir rétablir l'équilibre en diminuant l'angiotensine 2. Ayant dit cela, vous avez compris, si maintenant je bloque la CO2, eh bien, je vais favoriser l'accumulation d'angiotensine 2 et non seulement, donc d'un côté, je bloque l'entrée du virus, mais de l'autre côté, je vais rendre toutes les personnes malades avec une hypertension, avec une insuffisance cardiaque, avec des risques d'accidents vasculaires cérébraux, toutes choses que l'on ne voudrait pas avoir par exemple. Et donc, il est hors de question de bloquer ACO2. Et c'est pour ça que les mécanismes détaillés auparavant sont importants à connaître pour pouvoir venir à bout de ce virus, bloquer son entrée, bloquer la multiplication ou bien la traduction de l'ARN en protéines et bloquer la multiplication de cet ARN viral. Voilà les mécanismes qui sont actuellement les pistes de recherche et nous avons commencé déjà à avoir quelques molécules qui sont en phase de tests cliniques. Alors, maintenant, on va passer à deux autres parties concernant le traitement. D'abord, la vaccination. Mais avant ça, je vais juste parler d'un mot des traitements dits non conventionnels. Alors, un traitement est appelé un traitement non conventionnel, c'est tout simplement par le fait que ce sont des traitements qui initialement ne sont pas destinés à tuer le virus, mais à d'autres choses. Et bien entendu, lorsque je parle de cela, eh bien, vous avez deviné, il faut bien que je parle à un moment ou à un autre de l'hydroxychloroquine. Et d'ailleurs, la question m'a été posée. Alors, ce que je vais dire là va être que des choses factuelles et avec beaucoup d'objectivité, enfin, du mieux que je peux. Or, si on regarde l'effet de l'hydroxychloroquine qui existe, qui est un médicament qui est donné dans des maladies auto-immunes, notamment, eh bien, c'est un médicament qui marche et qui marche sur un certain nombre de choses. Et j'ai fait le point de la littérature et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que l'hydroxychloroquine marche effectivement sur un certain nombre de choses, mais qu'aucune des cibles thérapeutiques de l'hydroxychloroquine, ici vous en voyez 2, 3, HCQ étant l'hydroxychloroquine, aucune de ces pistes, de ces cibles thérapeutiques n'est en relation directe avec le virus. Certes, par des chemins détournés, on peut toujours arriver jusqu'au virus, mais ce chemin est long et détourné, contrairement aux mécanismes précédemment décrits, qui sont véritablement des mécanismes à la base de l'infection de la cellule par le virus. En d'autres termes, et cela explique pourquoi, les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine ont été, on va dire, non concluants. Certains pensent que ça marche, d'autres pensent que ça ne marche pas. En tout cas, pour l'instant, comme les pour et les contre sont à peu près égales, eh bien, je peux conclure en disant que le doute continue à exister. Quoi qu'en pense, eh bien, le ou les promoteurs, un certain professeur Didier R, qui est le promoteur de cela. Et donc, je pense qu'il faut avancer, probablement sans la chloroquine, parce que nous avons maintenant des pistes sérieuses pour traiter véritablement les mécanismes d'infectivité par le virus, et nous avons des vaccins. Pas encore, mais un certain nombre qui sont en cours de test. Alors, un petit rappel des vaccins. Un vaccin, c'est simplement des motifs antigéniques. Donc, on va essayer de reproduire une partie du virus. On ne prend certainement pas la partie la plus dangereuse, mais la partie anodine est probablement la partie la plus représentative, et donc la protéine S. Et
est très souvent utilisé comme motif antigénique pour la fabrication du vaccin, pour stimuler notre système immunitaire. Donc, on injecte cet antigène pour qu'il rencontre notre système immunitaire, pour que celui-ci produise des anticorps capables de reconnaître cet antigène, et par des mécanismes relativement complexes pour lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont détaillés ici, eh bien, on va pouvoir ameuter toute notre machinerie, toute notre armée immunitaire pour qu'il puisse venir neutraliser le virus qui nous envahit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et sans rentrer dans le détail, notre système immunitaire, et notamment le système immunitaire acquis, celui qui va nous permettre de lutter contre les maladies infectieuses, qu'elles soient parasitaires, virales ou bien bactériennes, est considéré comme ayant deux aspects, qu'on appelle d'une part l'immunité humorale et d'autre part l'immunité cellulaire. L'immunité humorale est celle qui va permettre de fabriquer des anticorps. Et donc, une infection par une virose, la plupart du temps, va mobiliser cette immunité humorale. À côté de cela, il y a l'immunité cellulaire qui va impliquer plutôt les cellules. Ici, les anticorps vont venir reconnaître le virus et puis ensuite, en quelque sorte, taguer ce virus pour que les cellules, telles que les macrophages, etc., puissent venir englober ce virus et le faire disparaître. L'immunité cellulaire, eh bien, ne fait pas appel aux anticorps, mais fait appel directement aux cellules capables de neutraliser ou bien de tuer le virus. Alors là, juste un petit mot, quand bien même, concernant le SARS-CoV-2, c'est l'immunité humorale qui est impliquée, il y a des cas où on a trouvé que certains patients vont répondre à l'infection par plutôt une immunité cellulaire, ce qui fait que ces patients-là n'ont pas d'anticorps, même s'ils ont fait une infection par la COVID-19, et ils vont être protégés grâce à l'immunité cellulaire. C'est simplement pour dire que c'est véritablement une maladie à de multiples facettes et qui nous entraîne de surprise en surprise, et que tout médecin, chercheur que nous soyons, eh bien, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, et de ce fait, eh bien, on ne peut jamais rien conclure de façon définitive. Nos connaissances sont des connaissances factuelles à un jour J et qui sont amenées à changer sans cesse à la lumière des choses qui seront découvertes demain ou après-demain. Alors, concernant la vaccination, juste un rappel simple, c'est un processus long et coûteux, et ça, c'est le temps moyen pour fabriquer un vaccin dans les conditions habituelles. Donc, vous faites le compte, hein, ça doit passer par plusieurs étapes, et au plus vite, c'est 10 ans, et pendant le temps le plus longtemps, c'est 15 ans, entre 10 et 15 ans. Maintenant, avec le SARS-CoV-2 et la COVID-19, plusieurs remarques. La première est que c'est probablement la première maladie qui implique une stratégie vaccinale aussi diverse et variée. Sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs types de stimuler une immunité. Et ça passe par un vecteur viral, ça passe par le virus entier inactivé, c'est le vaccin à rougeole, ça passe par les acides nucléiques, ça passe par les protéines. Eh bien, ici, s'agissant de SARS-CoV-2, eh bien, toutes ces stratégies-là ont été utilisées par diverses compagnies pharmaceutiques, diverses universités, divers gouvernements. Et qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a, alors ici, on vous montre le nombre de vaccins utilisant tel ou tel type de stratégie. Donc ici, vous avez, par exemple, 30 à 35 des stratégies qui sont basées sur les protéines, une vingtaine sur les acides nucléiques, etc., etc. Là, vous avez l'effort, le nombre d'essais concernant les différents vaccins dans les différents pays. Et là, et c'est un chiffre qui en fait doit être mis à jour. Ça, c'est une diapositive que j'ai prise au milieu du mois de juin. Actuellement, il y a plus de 180 vaccins qui sont en cours de test, soit en phase préclinique, soit dans les différentes phases. Sachant que lorsqu'on arrive à la phase 3, c'est là où on est le plus proche de la sortie. Alors actuellement, à l'époque, il y en avait 2, maintenant il y en a 5. Donc on est très, très, très proche d'avoir un vaccin qui puisse être un vaccin proposé au public. Très proche ne veut pas dire tout proche.
Parce que pour qu'un vaccin soit véritablement validé, il faut qu'il puisse passer de la phase 1 à la phase 2 et de la phase 2 à la phase 3. Et que le passage d'une phase à l'autre, eh bien, c'est comme un examen, il faut pouvoir le réussir. Certains pays ont adopté une stratégie inverse. Ils essayent à la fois la phase 1, 2 et 3 en même temps, et afin d'accélérer les choses. C'est une stratégie qui peut être dangereuse. Et récemment, nous avons encore en mémoire le fait que AstraZeneca, avec l'université d'Oxford, et je pense avoir ici voilà, c'est ce vaccin-là qui est en phase 3, a dû arrêter les essais pendant un jour, tout simplement parce qu'il y a un malade, et un seul, qui a présenté des effets secondaires graves. Ils ont décidé de tout arrêter, de savoir à quoi sont dus ces effets secondaires, est-ce que c'est sérieux ou pas, est-ce qu'on peut continuer ou pas l'essai, et ils ont mis 2 ou 3 jours pour conclure que on peut continuer, et ils ont continué. Alors que dans d'autres pays, si on fait fi de cela, on risque d'arriver à la fin des essais vaccinaux avec une population de malades avec beaucoup d'effets secondaires, dont certains non anticipés, et certains effets secondaires peuvent être soit graves, soit permanents. Et c'est pour ça qu'on explique la différence de progression de la vitesse des essais vaccinaux dans des pays véritablement démocratiques comme en Europe ou aux États-Unis, bien que là-bas, il y a la pression de son président qui veut avoir un vaccin tout de suite, mais il vient d'être contredit par le directeur du CDC en disant qu'au plus tôt, eh bien, le vaccin ne sera disponible que vers le printemps 2020. Alors, que fait le vaccin? Le vaccin va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle l'immunité de groupe, ou en anglais herd immunity, ou bien l'immunité de horde. Alors, horde, ça fait un petit peu la horde sauvage. Donc, il y a un autre mot en français qui est l'immunité grégaire. En fait, les choses sont simples. Ici, vous avez un individu en rouge, c'est celui qui est malade et contagieux. Des individus en bleu, ce sont des personnes qui sont en bonne santé, mais qui ne sont pas immunisées. Et les personnes qui sont en vert, et ce n'est pas écologique, hein, donc ce sont des personnes qui sont immunisées parce qu'ils ont été vaccinés ou bien parce qu'ils ont été malades et qui sont guéris de leur maladie, donc disposés des anticorps. Et donc là, vous avez 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que vous avez 2 personnes qui sont infectées, personne n'est protégé, et à la fin, tout le monde est infecté. Sachant qu'une personne qui est en vert, mais pas contre tous, eh bien, cette personne-là va pouvoir isoler la personne en rouge. Et donc ici, si vous n'avez que quelques personnes en vert, eh bien, ces personnes en vert-là, eh bien, ne va pas pouvoir empêcher l'infection. S'il va pouvoir protéger cette personne en vert-là, va pouvoir protéger cette personne en bleu. Voilà. Mais maintenant, si vous avez la plupart des personnes qui sont équipées d'anticorps, soit par vaccination, soit parce qu'ils ont été malades, eh bien là, vous allez pouvoir véritablement limiter la propagation, puisqu'en haut, vous êtes parti de 2 personnes malades, et en bas, eh bien, vous arrivez à seulement 3 personnes malades. Donc, une seule personne a été contaminée à partir de ce petit groupe de population. Alors, il y a une autre façon de présenter cela. Je pense que ici j'ai animé. Voilà, à quoi ça ressemble à une propagation virale lorsque vous êtes dans une population qui n'est pas du tout vaccinée à une population qui est vaccinée à 90, 95 ou bien 75%. Alors, à l'heure actuelle, ce que l'on dit, c'est qu'en attendant le vaccin, on pourrait avoir cette immunité de groupe si on a entre 50% et 75% de la population d'un pays donné qui sont équipés d'anticorps, donc qui ont été malades et qui sont guéris de leur maladie et qui ne sont plus infectieux. Je termine avec la physiopathologie. Et qui est aussi un point important pour nous comprendre pourquoi. Donc, j'avais déjà commencé en vous parlant de l'ACE2, de la CO2. Maintenant, on va voir pourquoi cette maladie-là, malheureusement, tue. Et heureusement, ne tue-t-elle pas toutes les personnes qu'elle affecte. Contrairement à ce qu'on avait vu au début. C'est-à-dire contrairement à la maladie SARS, dont le taux de létalité est de 10%.
alors que la Covid est de 1%. Alors, un point important, c'est celui-là. En fait, il y a un cycle obligatoire. Vous avez une infection. Alors, l'infection, je pense que tout le monde risque de l'avoir. Vous avez ensuite la réponse inflammatoire, qui en fait est modulable et elle est différente selon la personne et selon le terrain. Et enfin, vous avez la surinfection, laquelle surinfection est simplement, et on parle de surinfection, notamment chez quelqu'un qui a une infection virale, c'est lorsqu'au virus va venir ensuite, dans un deuxième temps, une bactérie. Et cette surinfection-là peut parfois être fatale. Et voilà les cycles. Ensuite, les différents types de symptômes, et je ne vais pas les détailler, mais en fait, ça va du plus simple, de la fièvre, jusqu'au plus important, à savoir le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA, qui entraîne une détresse respiratoire pouvant entraîner la mort. Alors maintenant, si on revient à la physiopathologie, on avait vu l'existence de ce récepteur qu'on appelle la CO2. Alors, la première mauvaise nouvelle, c'est que ce récepteur ACE2 est un récepteur qui est présent, donc qui est exprimé, au niveau de nos cellules respiratoires. C'est une très mauvaise idée, nos cellules respiratoires, que d'avoir ce récepteur, parce que s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas de ce récepteur, eh bien, on ne sera pas infecté. Les cellules cutanées n'ont pas de récepteur ACE2, c'est pour ça qu'on ne s'infecte pas en touchant les objets infectés. Ce n'est lorsqu'en touchant, après avoir touché l'objet infecté, qu'on porte sa main au visage et ensuite qu'on inhale ce qui se trouve dans la main que l'on est infecté. Donc c'est pour ça qu'il faut se laver les mains très souvent. Donc je reviens à ce récepteur, donc malheureusement il est présent. Il est présent au niveau nasal, il est présent au niveau bronchique, il est surtout présent au niveau alvéolaire. Alors, là aussi, ça part du bon sens. Lorsque vous avez un nez qui est bouché, ça vous gêne, mais ça ne vous tue pas. Lorsque vous avez des bronches qui sont bouchées, ça vous rend malade, ça peut vous tuer, mais pas tout le temps. Lorsque vous avez le poumon profond qui est rempli d'eau, ça vous rend très malade, ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et ça vous tue assez souvent. Pas tout le temps, heureusement, mais le taux de mortalité actuellement est de 50%. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes infecté que la létalité est certainement là, et que la létalité, la mortalité dépend de l'endroit où va se trouver le virus. Et là, si on regarde ici, et si on se dit que ce virus-là est exprimé partout dans le poumon, mais en fait, cette présence est différentielle. Et là, on a plutôt une bonne nouvelle. Plus le cercle est gros, plus la quantité du virus est importante. Et là, vous voyez que le cercle est relativement important au niveau nasal. Il diminue de taille au fur et à mesure que l'on va au fond des poumons. Il est certes présent au fond des poumons, mais de façon relativement peu importante par rapport à la zone supérieure. Donc, une autre diapositive qui nous montre la même chose et qui exprime la même chose. Vous avez ici la quantité du récepteur ACE2 des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire du nez et de la gorge, jusqu'aux voies aériennes inférieures, jusqu'aux alvéoles, c'est-à-dire au niveau du poumon profond. Donc, il y en a de moins en moins. Et donc, de ce fait, l'infectivité, donc le risque d'infection, va diminuer aussi. Ce qui explique pourquoi, eh bien, les sujets jeunes, même certains sujets âgés, eh bien, ne font pas des pneumonies, qui est juste l'antichambre du syndrome de détresse respiratoire. Et la question posée, c'est que pourquoi certains le font et pourquoi d'autres ne le font pas. Sachant que maintenant, vous avez compris, toutes les personnes qui sont infectées par le virus vont débuter par avoir des symptômes au niveau nasal. Il y a le nez qui coule, il y a la perte d'odorat, il y a cette fatigue, il y a ce mal de gorge, il y a cette toux qui traduit bien, la présence et l'irritation des voies aériennes supérieures par le virus. Alors l'explication, on l'a en partie trouvée, et je vous la partage aujourd'hui. Eh bien, les personnes qui vont développer une pneumonie sont des personnes qui, justement, ont laissé le chemin libre pour que ce virus puisse aller de haut en bas.
Alors, laisser le chemin libre est une façon d'exprimer. En fait, ce qui se passe, c'est que au début, tout le monde a plein de virus au niveau du nez, et pendant la nuit, lorsque l'on dort, on fait des micro-aspirations. Ce n'est pas des déglutitions, ça ne va pas dans l'estomac. Les aspirations, donc on aspire et on envoie des microbolus de virus, d'air chargé de virus, jusqu'au fin fond du poumon, et c'est là où le virus va pouvoir infecter les cellules alvéolaires qui possèdent des récepteurs, mais en des quantités beaucoup plus faibles par rapport au niveau nasal. C'est ce qu'on voit ici, et ça va entraîner une pneumonie. Alors, quelles sont ces personnes qui vont faire ces micro-aspirations? Eh bien, ce sont des personnes qui sont des personnes âgées, puisque on sait qu'avec de l'âge, eh bien, on contrôle un petit peu moins le fonctionnement de ce carrefour, qui est le carrefour laryngé. Chez les personnes qui ont des maladies, des insuffisances respiratoires, cardiovasculaires ou bien rénales, et chez les personnes obèses, puisque ceux-là aussi ont des troubles de contrôle et ils ont aussi des troubles du sommeil, des troubles du contrôle de la déglutition et de l'aspiration. Voilà, donc avec ça, on identifie en même temps la population à risque. Il y a un deuxième point, c'est que ce virus-là, il atteint l'appareil respiratoire et on sait maintenant que si ça touche que le nez, eh bien c'est juste gênant, mais ce n'est pas du tout grave. Si ça touche les bronches, c'est un petit peu plus grave, et si ça touche le poumon profond, la gravité augmente encore plus. Mais ça ne fait pas que cela. C'est une maladie qui touche aussi d'autres organes, notamment le tube digestif, mais surtout le cœur, qui est un organe vital, comme vous le savez, et surtout le système nerveux central. Et l'explication de cela est que ce récepteur ACE2, eh bien, il est ubiquitaire. Il se trouve partout dans le corps. Il est ubiquitaire tout simplement parce que c'est un récepteur important, c'est un récepteur utile. Il a la très mauvaise idée d'être la serrure pour le SARS-CoV-2, mais sinon, en d'autres temps, c'est un récepteur qu'on devrait chérir parce que c'est lui qui va permettre de faire diminuer la quantité d'angiotensine 2, cette hormone qui entraîne une hypertension artérielle. Et donc, de ce fait, eh bien, comme il se trouve partout, tous nos organes peuvent théoriquement être infectés par le virus à un moindre degré que les poumons qui sont la porte d'entrée du virus, mais ils sont également capables d'être infectés. Alors, voilà une illustration d'un poumon, d'un patient qui, dans un premier stade, a une pneumonie localisée et qui finit par avoir des poumons blancs remplis d'eau. Et ce patient-là est un patient qui est l'objet d'un syndrome de détresse respiratoire qui, malheureusement, sera mort. Alors, je termine sur ce point. La détresse respiratoire aiguë, celle qui remplit les poumons de ce qu'on appelle des exudats, mais en fait c'est de l'eau, et cela va empêcher les échanges gazeux, et donc un poumon qui ne respire plus, c'est un individu qui meurt. Alors, la chose importante, c'est que, en fait, le virus, là, il peut plaider responsable, mais pas coupable. Pourquoi? Parce qu'il est responsable d'avoir déclenché cette infection, et il est responsable d'avoir initié l'inflammation. Mais tout à l'heure, vous vous rappelez, l'inflammation, c'est une réaction, c'est une réponse de notre corps. Et ce qui se passe au niveau des alvéoles, c'est une inflammation massive, presque généralisée et incontrôlable. Et cette inflammation massive, presque généralisée et incontrôlable, elle est due à une réaction exacerbée de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique. En quelque sorte, c'est comme si nous avions des poumons qui sont trop susceptibles, quelqu'un, c'est-à-dire le virus, qui lui dit une chose qui, normalement, chez d'autres personnes, l'aurait peut-être vexé, eh bien, nos poumons décident de tout casser, et la vaisselle et les alvéoles, en envoyant des cytokines, qui sont des molécules de l'inflammation. Et ces cytokines, une fois qu'elles sont là, eh bien, on n'arrive plus à les contrôler. Et c'est ainsi qu'on parle d'orage ou bien de tempête cytokinique. Et cet orage et cette tempête cytokinique, elle est
davantage liées à la capacité exagérée de réaction de notre corps. Et cela va me permettre de conclure, et en avant de conclure, je vais revenir à ce point sur cette information. Mais à ce moment de cet exposé, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui sont faciles à comprendre. C'est que vous avez compris ici, le fait d'être infecté par le virus et ensuite d'être malade, eh bien, va dépendre de plusieurs facteurs. C'est comme si vous avez ce qu'on appelle des variables d'ajustement. D'une part, il faut que le virus soit là. Donc, et là encore, c'est logique, plus la charge virale, c'est-à-dire plus la quantité de virus est grande, eh bien, plus le risque d'avoir ces virus dans nos cellules sera grand. Et c'est pour ça que le fait de porter un masque va réduire la charge virale. Quand bien même le masque a des trous, eh bien, ce sera moins de virus qui va sortir. Le fait de se tenir à distance va réduire la charge virale. Quand bien même la distance est à 90 cm et non pas à 2 mètres, eh bien 90 cm, c'est mieux que 50 cm. C'est mieux que de se faire des bisous sur la bouche. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui permettent de réduire la charge virale. Et j'en parle ici, parce que sinon je risque de l'oublier. La question a été posée pour savoir quel est le risque d'infectivité des enfants vis-à-vis des adultes. Alors un enfant, d'une part, a une charge virale relativement faible, parce qu'un enfant a des poumons qui sont plus petits qu'un adulte. Et par exemple, le mien des poumons, si j'étais malade, j'aurais une charge virale beaucoup plus faible qu'un rugbyman, parce que nous n'avons pas la même taille ni le même poids. Donc en fait, c'est une question de taille. Et ensuite, c'est une question de taille, c'est-à-dire de taille corporelle, mais c'est aussi une question de taille en hauteur. Parce qu'un enfant, un tout petit enfant qui se trouve à 50 cm et qui mesure 1 mètre, et qui parle à un adulte qui mesure 1,70 m, plus ou moins, eh bien, la diffusion du virus ne sera pas la même qu'entre deux adultes qui ont la même taille et qui se trouvent face à face. Donc, tout cela, ce sont des notions de bon sens qu'il est bon d'avoir à l'esprit. Cela n'exclut pas le fait de possibilités d'infection par les enfants, mais cela nous permet de mieux comprendre et de relativiser les choses. Donc la charge virale, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, et pour lutter contre cette charge virale, il n'y a pas 36 moyens, eh bien le masque, ou bien la distanciation sociale, ou bien s'isoler les uns des autres. S'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de maladie. Maintenant, quand bien même le virus est là, donc il y a une infection, la gravité de la maladie va dépendre de deux autres facteurs, à savoir de la capacité des récepteurs ACE2 pour pouvoir répondre. Mais juste avant ça, donc je me rappelle que voilà, j'ai repris ça pour nous rappeler que dans un rayon relativement faible, le risque d'infection est très grand parce qu'en fait, on sait que les particules qui sont des gouttelettes qui contiennent ces virus ont différentes tailles et plus c'est lourd, et bien moins ça va loin. Donc, la plupart des particules vont tomber à peu près entre 1,5 m et 2 mètres, donc tomber au sol. Donc, si vous êtes ici, vous n'allez pas être touché par ces particules. Malheureusement, un petit nombre de particules de faible taille vont pouvoir diffuser au loin, mais effectivement, lorsque vous êtes là, vous allez être infecté, mais avec une charge virale moindre. Et donc, je disais que ça nous permet de nous rappeler de cela. Et puis, voilà, j'ai pris ça sur une affiche au Vietnam qui nous rappelle les risques. Donc, ceux-ci sont des chiffres arrondis, mais ça parle de lui-même. Donc, si on porte tous les deux les masques et si on se tient à distance, eh bien, le risque est minime. Elle n'est pas zéro, hein, il n'y a pas de risque nul, mais elle est minime. Le risque est minime. Maintenant, je reviens au fait que le récepteur ACE2, en quoi il peut être important dans la détermination de la gravité de la maladie. Eh bien, on l'avait vu. Hein, donc, on ne peut pas bloquer le récepteur ACE2 pour les raisons que l'on sait, parce que c'est un récepteur utile. En revanche, on peut empêcher
que ces récepteurs aillent plus loin. Donc, on ne peut pas empêcher que la clé rentre dans la serrure, mais on peut manipuler pour que, même si la clé rentre dans la serrure, elle ne puisse pas ouvrir la porte. Ou si jamais elle entre dans la maison, eh bien, elle ne puisse pas utiliser les ustensiles de la maison pour pouvoir se multiplier. Donc, les pistes existent et actuellement, les chercheurs travaillent beaucoup sur ces pistes. Et il y a de l'espoir. Et enfin, l'inflammation. Cette inflammation, dont je rappelle, elle vient surtout du fait de l'hôte, c'est-à-dire de la personne qui est infectée. Et cet orage cytokinique qui nous dit, bah, une fois que c'est déclenché, il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a une multitude de cytokines. Et là, c'est un dessin simplifié parce que ces cytokines peuvent, par des façons complexes et variées, stimuler les unes des autres avec des voies de stimulation que l'on découvre tous les jours. En revanche, il y a une chose qui est simple à avoir à l'esprit et à comprendre. C'est ce qu'on appelle le seuil de survenue de l'orage cytokinique. Donc, je vais reprendre ce schéma en disant que l'inflammation, c'est un état, et c'est un état qui est variable chez un même individu d'un moment à l'autre, et évidemment entre deux individus. Lorsque j'ai un petit peu de rhume l'hiver, eh bien, je suis un petit peu plus enflammé que pendant l'été. Et donc, c'est cette variation-là. Et bien sûr, lorsque je suis à la fois âgé, lorsque je suis un homme, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais le sexe féminin est protégé pour la simple et bonne raison que grâce aux hormones sexuelles féminines, qui ont aussi des propriétés anti-inflammatoires, eh bien, à toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire même âge, même comorbidité, une femme sera relativement mieux protégée. Donc, lorsqu'on a un terrain de risque avec un état inflammatoire relativement important, comme l'âge, comme le diabète, comme l'obésité, comme l'insuffisance respiratoire, cardiovasculaire, rénale, etc., eh bien, on va se trouver plutôt ici. Et sachant que le seuil de survenue des orage cytokinique est là, et donc vous faites simplement la différence. Un jeune de 20 ans, ou de 30 ou de 40 ans, en bonne santé, qui fait du sport, il se trouve ici. Donc, pour aller de là à là, il a encore de la marge. Une personne de 60 ans diabétique, eh bien, elle est là. Donc, la marge est faible. Une personne toujours de 60 ans, mais sportif, elle est là. La marge est moindre par rapport aux jeunes, mais encore relativement importante, ce qui explique la susceptibilité de développer des formes graves selon le terrain que l'on sait. Et donc, on sait aussi ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument protéger les personnes qui se trouvent dans ces zones-là pour qu'ils ne puissent pas franchir la barre. Et une fois que vous auriez franchi la barre, il faut aussi bien, identifier les personnes qui sont là et les personnes qui sont là. La personne qui est là, c'est une personne qui sera hospitalisée, qui va avoir de l'oxygène, mais qui ne sera pas forcément dans un service de réanimation. En revanche, la personne qui est là sera une personne qui va se retrouver dans le service de réanimation avec le risque de mortalité que l'on sait. Donc, il y a encore du travail à faire pour les médecins pour pouvoir personnaliser le pronostic de chaque patient. Et voilà les personnes à protéger, donc les personnes âgées, monsieur plus que madame, donc, voilà, le diabète et les personnes qui sont porteurs d'insuffisance respiratoire, cardiovasculaire ou bien rénale. Enfin, je termine en abordant le sujet sous forme de question, deuxième vague. Y en a-t-il une ou pas? Je n'ai pas de vraie réponse, simplement des courbes à vous montrer. Donc, je vais peut-être vous montrer la courbe la plus compliquée, mais probablement la plus intéressante. C'est une courbe qui montre plusieurs choses. Premièrement, elle montre la présence de cette courbe-là, qui est la courbe en bleu, qui est la positivité du test PCR par prélèvement nasopharyngé. Donc, à moins de 2 semaines avant le symptôme se trouve là, vous êtes infecté, et ensuite l'infection, le virus sera là, et parce que le virus sera là, vous pouvez déjà détecter la présence du génome viral par PCR, ou bien dans le liquide de lavage oncoalvéolaire, donc c'est un petit peu violent, hein, donc, il faut faire une fibroscopie, ou bien ce que je vais développer un petit peu plus tard, le test antigénique dont on parle beaucoup ces jours-ci.
En tout cas, que ce soit le test antigénique qui détecte la présence des antigènes, c'est-à-dire de la protéine S et autres collègues de cette protéine S, donc les protéines membranaires. Que ce soit le test par PCR qui détecte l'ARN, donc le génome viral, eh bien, on peut les détecter assez tôt. Le test antigénique, lui, eh bien, va se négativer relativement tôt, une semaine après les symptômes. Et c'est véritablement ce test antigénique qui est probablement le plus sensible pour déterminer la possibilité d'un individu à infecter un autre. Et donc, dès lors que le test antigénique se négative, on peut être à peu près sûr que le risque d'infection de la personne est faible. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que si on regarde le test PCR, on voit qu'il apparaît une semaine avant, qu'il est à peu près au pic lorsqu'on a les symptômes, qu'il va perdurer pendant 1, 2, voire 3 semaines et un petit peu plus après l'infection, mais que lorsque vous êtes à 3 semaines, eh bien, le risque de transmettre la maladie est moindre parce que les tests sérologiques avec les deux types d'anticorps, les anti-IgM et les anti-IgG, commencent à apparaître dès la 2e semaine. Et l'on sait, même si on ne sait pas quelle est la durée de protection de ces anticorps, mais l'on sait que dès lors que les anticorps sont là, du moins dans un premier temps, ces anticorps sont protecteurs. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez un test PCR positif lorsque vous êtes à 2 semaines que vous allez forcément transmettre la maladie, à condition de s'assurer qu'en même temps, il y ait des anticorps que l'on détecte par test sérologique. Donc, en résumé, sur ces diapositives, on peut détecter la présence directe ou bien indirecte du virus ou bien présent au passé par plusieurs tests. Le test antigénique dont on parle beaucoup ces jours-ci, le test par PCR que l'on utilise depuis très longtemps, le test par PCR soit par prélèvement nasopharyngé, c'est ce qu'on fait avec le coton-tige, soit par lavage broncho-alvéolaire, c'est ce qu'on fait chez nos malades en réanimation, ou bien dans les selles des malades, pour dire qu'on peut s'infecter par les selles aussi. Et enfin, le test sérologique avec une prise de sang et la détection des anticorps. Donc maintenant, parlons de deuxième vague. Alors, il y a 3 courbes à vous montrer. La première courbe, et chacune de ces courbes est facile à comprendre. Ici, c'est le nombre de personnes infectées en France à partir du 24 janvier jusqu'à maintenant, et on voit qu'après une stabilisation, ça monte. Mais la chose la plus importante, c'est la courbe en rouge, c'est le nombre de nouveaux cas de personnes infectées. Et là, de toute évidence, nous assistons à une deuxième vague de cas infectés. Il faut distinguer les cas infectés et les cas maladies. Mais à partir du mois de juillet, vous voyez, donc, et là, on a battu des records. Hier, on a eu plus de 13 000 cas infectés nouveaux. Alors, certains peuvent argumenter, non pas à tort, que si on détecte plus, c'est parce qu'on teste plus. Cela est très vrai. Et le fait de tester surtout des jeunes entre 15 et 45 ans qui, comme on le sait, peuvent être infectés sans être très malades et surtout sans être symptomatiques et donc de ce fait peuvent transmettre la maladie, eh bien, explique ce grand nombre d'infections et ces endroits qui se propagent partout en France. Là, je reviens juste sur un point pour expliquer la différence entre le SARS des années 2000 et la Covid de l'année 2000. Dans les années 2000, en 2002, en Chine, en Asie, les cellules respiratoires ne sont infectées que lorsque le virus du SARS aille jusqu'au fond des poumons, c'est-à-dire jusqu'aux alvéoles. Et donc, ce qui fait que les malades qui ont des symptômes respiratoires du SARS sont des malades qui sont très graves, d'emblée. Il n'y a pas de notion de porteur sain du SARS. Ce qui fait que ces malades-là sont facilement identifiables, rapidement
qu'on peut rapidement isoler et traiter. Et de ce fait, on arrive à isoler les cas malades et à faire éteindre la maladie. Et quand bien même le taux de mortalité est important, 10%, eh bien, on a réussi à empêcher à ce que le nombre de personnes malades ne dépasse pas 10 000. Actuellement, avec le comportement social que l'on sait, avec certains messages politiques ou bien de la société civile disant qu'il ne faut pas porter de masque, etc., eh bien, le risque de contagion existe. Ce d'autant plus que les personnes qui contaminent les autres, beaucoup ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont contaminées. Parce que ce que je viens de dire, ça affecte dès les cellules nasales et que ces personnes-là, eh bien, peuvent être parfaitement asymptomatiques. Et ça peut faire augmenter le taux de mortalité. Alors jusqu'à maintenant, ça c'est ce qui se passe en France, taux de mortalité générale, les gens qui sont morts à l'hôpital, les gens qui sont morts dans les maisons, dans les EHPAD. Et ça, c'est une courbe personnelle que je fais tous les soirs en rentrant du travail, parfois pour avoir l'appétit et donc pour être joyeux et parfois pour s'inquiéter lorsqu'ici ou lorsqu'on est là. Ici, c'est le nombre de décès dans les hôpitaux et vous voyez que ces derniers jours, on commence à voir le nombre de morts qui augmente. Et enfin, ce sera la dernière diapositive. Vous connaissez tous cette courbe. Nous avons en France une capacité d'accueil de patients très gravement malades, qui est en fait le nombre de lits en réanimation. Au début de la pandémie, il y en avait 5 000. On a voulu monter jusqu'à 14 000 et au maximum de la pandémie, on en est à 7 000. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut en avoir 10 000. L'idée, c'est si on dit que le nombre de personnes infectées sera le même, c'est-à-dire ce qu'on appelle en de langage spécialisé l'aire sous la courbe, ici et là est la même, eh bien, si l'aire sous la courbe est la même, il faut absolument étaler la courbe pour maintenir le nombre de personnes infectées à un moment donné, toujours en dessous de la capacité maximale. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait ceci, eh bien, toutes les personnes qui sont dans la partie assurée ne seront pas prises en charge et l'on risque eh bien, d'être très gravement malade ou bien, voire pire, de décès. Donc, sur cet appel relativement alarmiste, mais je pense qu'il vaut mieux l'être plutôt que le contraire, eh bien, il est temps pour moi de conclure et donc je vous montre la diapositive de la Tour Eiffel avec un grand merci à tous pour votre écoute. Merci Voilà, beaucoup. oui. Merci, merci Antoine pour cette intervention. Je pense qu'on a beaucoup appris par rapport à ce qu'on a pu apprendre depuis les médias. Et je vais pas prendre plus de temps. Je vais laisser la parole à Monsieur Vũ Ngọc Cẩn pour la partie des questions. Alors, permettez-moi juste un petit moment pour archiver le son de Can. Voilà, donc la parole est à vous. Écoutez, Chaplin, je te remercie. Je pense que tous nos auditeurs. Les questions qui ont été posées, je ne fais que les citer ici, mais je laisse ensuite Dixon Anton répondre. Peut-on fabriquer un virus? Qu'est-ce qu'une zoonose par rapport à un virus? Dans un premier temps de l'épidémie, il y avait le débat sur l'efficacité de l'hydrochloroquine dans le traitement du coronavirus. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les pistes actuelles utilisées et suivies dans les hôpitaux français dans le traitement de cette maladie, leur efficacité? Pouvez-vous situer la gravité et l'actualité de la pandémie actuelle? Peut-on avoir un résumé des pandémies semblables depuis 50 ans, leur apparition, localisation, expansion et gestion, traitement qui les ont fait disparaître? Et une dernière question ici, c'est la physiopathologie cellulaire au niveau des alvéoles en présence de coronavirus.
Donc voilà les questions qui ont été posées. Je pense qu'on va laisser Nixon Hinton, donc pas répondre, mais peut-être donner complément d'information aux questions qui sont posées. Effectivement, j'avais parlé de la zoonose. La définition est simple. La zoonose, c'est une maladie qui est due à une bactérie, un parasite, un virus d'origine animale. Vous savez que en fait, les virus existent sur sur la Terre bien avant l'homme, les virus et les bactéries. Et donc, c'est l'homme qui a colonisé la Terre et ce faisant, a un petit peu colonisé les virus. Et ensuite, on s'est partagé les virus, les bactéries. Et donc, il y a beaucoup de maladies qui existent chez l'animal, mais qui n'infectent pas l'homme. Et puis, malheureusement, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle ce saut de la barrière de l'espèce et qui va permettre à un virus de pouvoir infecter la cellule humaine en adoptant les mécanismes de mutation que j'ai détaillés tout à l'heure. Donc, quelques exemples de zoonoses, la plus récente, celle qui nous préoccupe, eh bien, c'est bien la Covid-19. Hein, donc, c'est une maladie plutôt de la chauve-souris, encore que la chauve-souris n'est pas très malade, mais c'est elle qui est porteuse de virus. Mais d'autres maladies qui sont connues, comme le sida, par exemple, eh bien, c'est une zoonose, comme le virus de la Zika, c'est une zoonose. Donc, en fait, ces zoonoses sont de plus en plus nombreuses. Et ça soulève la question, pourquoi il y en a-t-il de plus en plus? Et l'une des explications, c'est que, en fait, ces animaux-là n'ont rien fait à l'homme, et c'est parce que l'homme, en essayant d'aller dans des espaces naturels des animaux, eh bien, risque de s'exposer à ces animaux. Et en fait, il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que la raison pour laquelle ce virus-là est tellement mortel chez nous, ou bien nous pose tellement de questions, c'est que la connaissance, ou bien le temps de cohabitation entre le SARS-CoV-2 et l'espèce humaine est trop faible pour que nous puissions nous adapter l'un à l'autre. Ouais, donc, il est à espérer qu'au bout de quelques temps, eh bien, soit le virus en mutant va devenir moins virulent, soit l'être humain trouvera des mécanismes d'adaptation afin de mieux contrôler ce virus. Donc voilà, pour répondre à la zoonose. L'hydroxychloroquine, je pense que j'en ai parlé, vous m'avez compris. Je ne voudrais pas trop parler de mon collègue parce qu'en fait, dire du mal des autres ne fait pas partie de mes habitudes. Mais personnellement, je n'utilise pas d'hydroxychloroquine et en fait, je ne conseille pas à mes proches de le faire. Il est vrai que l'hydroxychloroquine a été utilisée à un certain moment dans les hôpitaux, notamment dans celui où je travaille, mais uniquement à des malades chez qui, eh bien, on a tout essayé et qu'il ne reste plus grand-chose à faire et donc on avait essayé de le faire et ça ne marche vraiment pas bien. Je peux te poser une question qui est récente, qui a été adressée par une personne qui t'écoute là. Peut-on attraper la grippe et le Covid et est-ce qu'on a de risque d'augmenter la gravité du Covid en attrapant la grippe? C'est une très bonne question. Et la réponse est oui. La réponse est oui. En fait, ça me permet également de répondre à deux autres questions. La première concernant ce qu'on appelle une immunité croisée. On a toujours dit que si on a des anticorps contre les virus, eh bien, ça nous permet de nous protéger contre les autres anticorps. Et au début, vous vous rappelez, nous savons maintenant qu'il y a 7 coronavirus qui peuvent infecter le corps humain. Parmi les 7, il y en a 3 qui sont mortels. Les 4 autres ne le sont pas. Et l'une des idées avancées au début, et je faisais aussi écho à cette idée qui maintenant s'avère fausse, c'est que certaines personnes sont moins infectées que d'autres parce qu'elles ont été infectées par les 4 autres coronavirus qui ne sont pas des coronavirus non mortels, qui ne sont pas mortels, et notamment les enfants. Et en fait, non, il n'y a pas d'immunité croisée. Donc, le fait d'être infecté par un autre coronavirus ne vous protège pas contre la Covid-19.
Et cela pour répondre que, en fait, le fait d'être vacciné contre la grippe ne vous protège pas contre la Covid, et le fait d'avoir la Covid ne vous protège pas contre la grippe. Donc, on peut attraper les deux. Et maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est que oui, si vous avez deux maladies, à supposer que si vous avez la grippe, vous savez bien que vous êtes affaibli, vous êtes déjà fatigué, vous savez bien que votre niveau inflammatoire, hein, ce schéma-là qui est un schéma important, eh bien votre niveau d'infection là, au lieu d'être ici, alors vous pouvez mettre juste le pointeur laser, au lieu d'être là, il va monter un petit peu plus. Donc, en montant un petit peu plus, il va vous rapprocher de ce seuil de déclenchement de l'orage cytokinique. Et donc, la conclusion, et j'en ai discuté avec une collègue polonaise la semaine dernière, en Pologne, ils vont faire une campagne de vaccination massive contre la grippe. À défaut d'avoir un vaccin contre la Covid-19, ils vont essayer de protéger les personnes âgées contre ça, parce que si on a les deux, eh bien, les choses risquent d'être plus graves que si on a une seule des deux maladies. Ah oui, tout à l'heure, il y avait une question, est-ce qu'on peut fabriquer le virus du SARS-CoV-2? La réponse est non. La réponse est non. Même si je sais que sur Internet, il y a des bruits qui circulent, et il y a même un ancien prix Nobel qui soutient l'idée, le professeur Luc Montagnier, pour ne pas le nommer. En fait, la raison pour laquelle on a dit non, parce que c'est tellement compliqué. Lorsqu'on regarde le génome du virus, parce que le génome, c'est comme un livre. C'est comme un livre avec un alphabet qui est connu, et la façon où cela est écrit, eh bien, c'est juste impossible pour une machine ou bien pour un être humain de le faire. Nous n'avons pas encore la capacité de faire ce virus. On a peut-être la capacité de faire quelques virus, mais pas celui-là. Celui-là est simplement tel que c'est écrit, eh bien, ça ne peut être que le fruit d'un hasard. Et le hasard, c'est au gré des mécanismes de mutation génique. Lorsqu'un gène mute, personne ne peut le contrôler. C'est un petit peu comme si on est à l'automne, vous regardez un arbre avec des feuilles qui tombent, eh bien, il est impossible de modéliser la façon où les feuilles tombent et l'endroit où les feuilles se retrouvent par terre. Pareil pour les mutations. Il y a une question qui est posée, qui est la suivante. L'orage cytokine est une surréaction du système immunitaire. Il paraît que les corticoïdes diminuent cette surréaction. Est-ce que Absolument. Alors, je remercie vraiment la personne qui a posé cette question, parce que c'est une excellente question, d'autant plus que elle illustre mon oubli, parce que je voulais justement parler de ça. Alors, parmi les médicaments qui ont été testés et pour lesquels on a trouvé que ça marche, eh bien, il y a justement les corticoïdes qui ont été utilisés pour traiter les malades graves. Donc, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces notions, concernant les corticoïdes, nous avons véritablement un dilemme. Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires, et ce sont des anti-inflammatoires très puissants, et ce sont aussi des hormones synthétisées par notre corps. Maintenant, les médecins et à tous nos étudiants de médecine, on leur apprend ceci. On dit que si vous voulez traiter une inflammation, utilisez des corticoïdes, sachez qu'en même temps qu'elle traite l'inflammation, en diminuant, elle diminue aussi notre réponse immunitaire. Et c'est pour cela que les corticoïdes marchent bien dans l'orage cytokinique, parce qu'elles diminuent la réponse immunitaire exacerbée. Mais en même temps, si elle diminue la réponse immunitaire, elle risque aussi de favoriser l'infection. Donc, dans ce cas-là, une personne qui est immunodéprimée, il ne faut pas qu'elle prenne des corticoïdes, parce qu'elle va risquer d'attraper des viroses, des maladies bactériennes. Et c'est pour ça qu'au début, on n'aimait absolument pas l'idée d'utiliser des corticoïdes dans le traitement d'une maladie telle que la Covid-19, parce que c'est une maladie virale. Et puis finalement, lorsqu'on l'a essayé dans l'orage cytokinique, on arrive à le faire. Et donc ma conclusion, c'est que, et là il faut vraiment être asiatique, parce qu'il faut bien maîtriser la notion de yin et de yang. Si vous avez un début d'infection,
où le système immunitaire est nécessaire. Il ne faut pas inhiber ce système immunitaire. En d'autres termes, il ne faut pas utiliser les corticoïdes. Je vous rappelle que la vaccination ne fait rien d'autre que de stimuler le système immunitaire. Donc, au début de l'infection, pas de corticoïdes. En revanche, lorsque le système immunitaire échappe à notre contrôle, il devient exacerbé. Là, oui, il faut utiliser les corticoïdes pour ramener ce système immunitaire à l'équilibre, d'où la notion de yin et de yang. Lorsqu'il n'y en a pas assez, il faut le pousser, le système immunitaire, avec la vaccination. Lorsqu'il y en a, et surtout pas avec les corticoïdes, lorsqu'il y en a trop, il faut le calmer, le diminuer avec les corticoïdes. Donc, terminé sur ces notes, donc la conférence d'aujourd'hui de M. Melton. Je vous rappelle simplement que le 10 octobre prochain, nous aurons également une conférence sur Zoom, Société et économie du Vietnam post-Covid-19, faite par le conférencier Vicard, sachant que le Vietnam est l'un de ces pays qui s'est organisé pour bien résister à la propagation du virus, du Covid-19. Cependant, le problème économique de tous ces pays-là, y compris la France et l'Europe, est un problème très grave et nous aurons l'occasion d'en discuter sur ce sujet. Donc sur ce, je vous remercie tous d'avoir été présents et nombreux à cette conférence et je remercie en particulier notre professeur Nixon Hinton et notre animatrice Minh Giang Hương pour avoir si bien géré donc, ce séminaire. Je vous remercie à vous tous et à très prochainement. Merci. Au revoir. Merci, Nicole. Merci, merci.